Et je les remercie aussi de me laisser la possibilité d'intervenir sur un sujet qui est finalement assez éloigné de mon sujet de thèse, mais je pense que l'exercice est d'autant plus stimulant. Alors, nous avons vu au cours de cette journée que face aux risques climatiques, le droit n'était pas inactif. Il s'adapte progressivement, notamment en mettant en place des mécanismes de prévention des risques. C'était l'objet notamment de la table ronde précédente. Et parmi ces mécanismes de prévention des risques, il y a ce que l'on appelle le processus d'évaluation environnementale des projets, des plans et des programmes. Alors, ce processus protège indirectement l'environnement en prévenant les atteintes qui lui seraient portées, mais il engendre par ailleurs un autre risque, un risque contentieux, c'est-à-dire la probabilité de survenance d'une cause contentieuse. Alors, afin de répondre à la question de savoir en quoi le processus d'évaluation environnementale génère-t-il un risque contentieux, il me semble important, dans un premier temps, de dresser un panorama très synthétique de ce qu'est l'évaluation environnementale. Alors, tout d'abord, l'évaluation environnementale est un processus visant à prendre en compte les effets négatifs d'un projet ou d'un document de planification sur l'environnement dès les premières phases de réflexion. En France, ce mécanisme a été introduit par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Depuis, le processus a évolué, notamment sous l'influence de la loi Grenelle II de 2010 et des deux ordonnances du 3 août 2016, mais également sous l'influence du droit de l'Union européenne. La directive du 27 juin 1985 est venue créer un mécanisme similaire au niveau européen, qui a par la suite fait l'objet de modifications et de précisions à de nombreuses reprises par des directives de 1997, 2001, 2003, 2011 et 2014. Donc c'est un processus qui a beaucoup évolué et c'est d'ailleurs l'une des causes de la multiplication des contentieux en la matière, puisque comme le disait Madame Marie-Béatrice Lahorgue, la France a la transposition difficile en matière d'évaluation environnementale, ce qui fait nécessairement peser des incertitudes sur la conformité du droit national par rapport au droit de l'Union. Alors, en ce qui concerne le processus en lui-même, il est composé de 3 étapes successives et cumulatives. Premièrement, l'élaboration par le maître d'ouvrage d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, c'est ce qu'on appelle communément l'étude d'impact. Deuxième étape, la réalisation des consultations prévues par le Code de l'environnement, et notamment la consultation de l'autorité environnementale qui rend un avis sur le projet et l'étude d'impact. Et enfin, troisième étape, l'examen par l'autorité compétente pour autoriser le projet de l'ensemble des informations présentées à la fois dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées. Précisons également d'emblée que tous les projets, plans et programmes ne sont pas obligatoirement soumis à ce processus. Le Code de l'environnement prévoit une liste des projets, plans et programmes qui y sont soumis de manière systématique, mais d'autres doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas, afin de déterminer si une évaluation environnementale s'avère ou non nécessaire. Donc voilà un très rapide panorama de ce qu'est l'évaluation environnementale, mais c'est ce qui va nous permettre d'envisager les contentieux qui naissent de ce processus. Alors, le risque contentieux peut en réalité naître à toutes les étapes du processus, à partir de la décision de soumettre un projet à évaluation environnementale et jusqu'à la délivrance de l'autorisation du projet, ce qui génère évidemment un risque important pour les porteurs de projets, donc qui sont soumis à cet aléa à chaque étape. Pour la clarté du propos, nous étudierons les contentieux de manière thématique, en nous concentrant d'abord sur ceux relatifs à l'étude d'impact, puis sur les autres naissant en dehors de l'étude d'impact. Mais alors, avant d'étudier les contentieux de l'étude d'impact, il est peut-être important, dans un premier temps, de préciser quels sont les actes susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Donc, nous l'avons vu, certains projets, plans et programmes sont soumis de manière systématique à cette évaluation environnementale, quand d'autres doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas. Et dans l'hypothèse de l'examen au cas par cas, la CJUE a jugé dans un arrêt Mellor du 30 avril 2009 que le choix de ne pas soumettre un projet à une évaluation au cas par cas doit pouvoir être contesté directement ou à l'appui
d'un contentieux dirigé contre le projet adopté. Cela permet en effet de garantir l'effectivité de cette procédure. Ensuite, une fois l'examen au cas par cas réalisé, la décision de l'autorité compétente de soumettre ou de ne pas soumettre un projet à évaluation environnementale peut faire l'objet d'un recours, mais une précision de taille s'impose néanmoins. Le Code de l'environnement nous dit en substance que la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale peut faire l'objet d'un recours contentieux, mais elle doit d'abord faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. A contrario, la décision de ne pas soumettre un projet à évaluation environnementale peut, elle, être directement contestée devant le juge administratif par un recours contentieux et sans passer par la voie du recours administratif préalable. Donc, cela signifie que lorsque la décision impose de soumettre un projet à évaluation, la possibilité de recours est freinée par l'obligation de passer par un recours administratif préalable, tandis que pour une décision qui n'imposerait pas de soumettre un projet à évaluation environnementale, un recours direct est possible contre cette décision. Ici, le pouvoir réglementaire fait clairement primer le risque climatique sur le risque contentieux en facilitant la possibilité de recours contre la décision de ne pas soumettre un projet à évaluation environnementale. Une fois que le projet est soumis à une évaluation environnementale, le maître d'ouvrage réalise une étude d'impact qui sera ensuite transmise pour avis à l'autorité environnementale. D'après la jurisprudence administrative, cet avis ne fait pas grief et donc ne peut pas faire l'objet d'un recours. De la même manière, l'étude d'impact en elle-même ne peut pas faire l'objet d'un recours, elle ne peut pas être contestée directement devant le juge. Seule la décision à laquelle elle se rattache peut être contestée. Alors, une fois l'étude d'impact réalisée, et là nous allons rentrer dans le vif du sujet, les contentieux relatifs à l'étude d'impact, le fait qu'elle soit insuffisamment précise peut faire naître des litiges et conduire à l'annulation d'un projet. Le juge administratif, saisi d'un moyen tendant à l'annulation d'un acte en raison de l'insuffisance qualitative d'une étude d'impact, contrôlera in concreto le degré d'intégration à l'étude d'impact des préoccupations environnementales au regard du principe de proportionnalité. L'annulation du projet n'est cependant pas automatique. Le juge administratif a élaboré quelques semaines avant l'arrêt d'Antony une grille d'analyse pour apprécier les conditions nécessaires à l'annulation d'un acte en cas d'insuffisance de l'étude d'impact. Alors, le Conseil d'État nous dit que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Cela signifie qu'en dehors de ces deux hypothèses, les illégalités externes soulevées à l'encontre d'une étude d'impact ne seraient pas de nature à entraîner l'annulation d'un acte. Le risque contentieux est tout de même bien présent, puisqu'un rapport du ministère de la Transition écologique pointait en 2019 que 20% des études d'impact de projets sont de mauvaise ou de très mauvaise qualité, et ce chiffre monte à 40% pour les études d'impact des plans et programmes. Donc le risque n'est pas négligeable ici. À ce contentieux de l'insuffisance qualitative s'ajoute un contentieux de l'absence d'études d'impact, qui fait également peser un risque contentieux. La loi Grenelle II a introduit dans le Code de l'environnement un référé spécifique en matière d'évaluation environnementale. Ce référé permet uniquement de suspendre une décision d'autorisation d'un projet en cas d'absence d'étude d'impact dès lors que celle-ci est exigée. Ce référé peut être actionné sans condition d'urgence afin de prendre en compte les difficultés à caractériser une urgence en matière environnementale qui est souvent diffuse et ne se traduit pas toujours par une immédiateté du dommage. Ce référé ne permet en revanche que très peu de souplesse de la part du juge qui ne suspend en principe la décision d'autorisation d'un projet qu'en cas d'absence totale d'étude d'impact. Cependant, le juge a été amené à assouplir sa jurisprudence et à assimiler l'insuffisance notoire d'une étude d'impact à une absence, ouvrant ainsi droit au référé.
Une telle insuffisance peut être assimilée à une absence, par exemple lorsqu'un document nommé étude d'impact ne comporterait, même de façon sommaire, aucun des éléments d'information exigés. Donc là encore, la prise en compte du risque climatique a conduit à mettre en place une nouvelle voie de recours, quitte à faire peser un risque contentieux sur les projets. Finalement, ce référé spécifique s'analyse comme une protection supplémentaire qui vise à garantir l'effectivité du processus d'évaluation environnementale en sanctionnant l'absence d'études d'impact. Voilà, si les sources du contentieux relatif à l'étude d'impact sont plus ou moins connues et prévisibles désormais, d'autres contentieux continuent d'apparaître et donc on va désormais s'intéresser aux contentieux qui naissent en dehors de l'étude d'impact. Alors il s'agit principalement de contentieux relatifs à l'absence de dissociation entre les différentes autorités qui interviennent dans le processus et qu'il nous faut, je pense, présenter très brièvement. Alors comment cela s'organise ? Une première autorité procède à un examen au cas par cas, on l'a vu, lorsque l'évaluation environnementale n'est pas imposée par les textes. Ensuite, une deuxième autorité intervient pour rendre un avis sur l'étude d'impact et sur le projet en général. Et enfin, une troisième autorité est responsable d'autoriser ou non le projet. En 2017, l'association France Nature Environnement contestait le décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale en ce qu'il ne prévoyait pas une séparation claire des fonctions entre l'autorité environnementale, donc chargée de l'évaluation des projets, et l'autorité compétente pour autoriser ce même projet. Le Conseil d'État, dans cette affaire, avait d'abord relevé, en application de la jurisprudence Seaport de la CJUE, qu'il était possible que l'autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, mais qu'il fallait, dans une telle situation, qu'une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative dispose d'une autonomie réelle et puisse rendre un avis objectif sur l'étude d'impact. Dans l'affaire France Nature Environnement, le Conseil d'État avait finalement censuré le texte, donc le décret attaqué, au motif justement qu'il ne prévoyait pas une séparation fonctionnelle lorsque le préfet était désigné comme autorité environnementale, alors qu'il était aussi compétent pour autoriser le projet. Récemment, une autre question du même ordre a dû être tranchée par le juge administratif, celle de l'autonomie de l'autorité qui procède à l'examen au cas par cas par rapport à celle qui autorise le projet. Si l'exigence d'une autonomie de l'autorité environnementale par rapport à l'autorité autorisatrice a pu être déduite, comme nous l'avons vu, rien dans les textes ni dans la jurisprudence ne laissait supposer l'existence d'un principe similaire de séparation entre l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité autorisatrice. Le Conseil d'État a donc estimé, dans un arrêt du 25 septembre 2019, qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à l'examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l'autorisation administrative, sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de l'élaboration du projet ou en assure la maîtrise d'ouvrage. Ce principe a encore été rappelé récemment dans un arrêt du 16 février 2022. Cependant, un rapport de l'OCDE de novembre 2021 déplore le fait qu'encore aujourd'hui, dans 80% des cas, la décision de soumettre ou non un projet à évaluation environnementale est prise par les préfets qui représentent aussi le maître d'ouvrage ou l'assiste dans le développement du projet. Enfin, et nous en terminerons par là, d'autres contentieux arrivent désormais devant le Conseil d'État, notamment des litiges relatifs au périmètre de l'évaluation environnementale des projets. Dans un arrêt du 15 avril 2021, le Conseil d'État a introduit le principe de la clause filet en rappelant que le critère de la dimension d'un projet n'était pas suffisant à lui seul pour dispenser par avance de toute évaluation environnementale un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement et la santé humaine. Donc si on résume très rapidement, le risque contentieux peut naître à toutes les étapes du processus d'évaluation environnementale et même en amont de celle-ci, puisque la décision de ne pas soumettre un projet à une telle évaluation peut être contestée. Ensuite, l'étude d'impact fait naître une partie non négligeable des contentieux, notamment par son insuffisance qualitative ou son absence.
Et enfin, récemment, on voit se développer de nouveaux moyens au contentieux. Ils portent de manière synthétique sur l'impartialité des différentes autorités qui interviennent au cours de ce processus. Donc cette multiplication des sources contentieuses est un risque, évidemment supporté par les porteurs de projets, mais pourrait tout aussi bien s'analyser comme autant d'opportunités mises à la disposition des associations de protection de l'environnement, notamment, de contester les projets. Je vous remercie pour votre attention.